Voici le Ioniq 5 2025 qui nous est arrivé cette année avec une batterie plus grosse, une efficacité améliorée. Bref, un véhicule qui devrait performer encore mieux dans le défi 500 km, mais qui n'a pas de port NACS. Donc, on recharge ici sur un port CCS. Fait qu'on va se préparer pour le défi. Donc, Alexandre est derrière la caméra. Aujourd'hui, on va quitter l'île de Montréal comme d'habitude pour se rendre, là, aller se retourner vers dans le coin de Saint-Nicolas, Alexandre. On va vraisemblablement faire un seul arrêt de recharge au retour à Saint-Louis de Blandford puisque bon, on a 472 km d'autonomie affichée, là, mais je pense pas qu'on va être capable de pousser ça jusqu'à 100. Après tout, on a la même efficacité que le Macan EV, mais une plus petite batterie. Donc, vraisemblablement, là, un seul arrêt de recharge. Vous connaissez là, tous les paramètres, hein? Climatisation à driver only pour avoir quand même la climatisation, mais aussi minimiser la consommation. Il va faire 22 degrés Celsius aujourd'hui, il fait 17 actuellement, puis il n'y a pas de vent significatif, donc on n'aura pas à faire de correction pour ça. C'est samedi, il ne devrait pas avoir trop de trafic. Non. Il est 6h43, on va vraisemblablement quitter à 6h45, juste le temps de débrancher la voiture puis de partir exactement à cette heure-là. Allons-y. Ça fait environ 100 km qu'on roule, Alexandre, 101,8. Notre consommation est de 19,5 kWh par 100 km. Tu vois, j'ai mes unités correctement maintenant. Oui. Là, tu m'as dit qu'il fallait que j'essaie de deviner c'est quoi la consommation EPA. Oui, c'est ça. Fait que c'est le petit quiz. Là. Dans le fond, j'ai la charte ici de NRCan. Je vous rappelle, on est dans un Ioniq 5, longue autonomie 4 roues motrices, avec les roues de 20 pouces, le modèle le plus équipé. Donc, on a une autonomie de 425 km NRCan. Mais oui, Gabriel, pourrais-tu deviner la consommation là, sur autoroute NRCan? Moi, je dirais 20,5, Alexandre. Non, plus haut que ça. Parce que c'est vrai, c'est 420 km d'autonomie. 23,2. 23,8, bravo! 23,8. Puis on fait 19,6. Fait que c'est quand même bien. Puis là, on roule, on suit le trafic, là, on s'entend. On roule pas 120 km/h, moins que ça, non, mais on suit le trafic, c'est samedi matin, ça roule quand même bien, il n'y a pas trop de camions. Fait que c'est quand même excellent. On s'approche là, du Macan en termes de consommation. Absolument. Là, si je regarde là, les métriques, là, Car Scanner, évidemment, on est à 77 % là, de statut de charge. Il reste 61,5 kWh dans la batterie. On ne vous l'a pas dit ce matin, lorsqu'on a quitté, on avait 82 kWh dans la batterie à 100 %. Hyundai dit 84 utilisables, mais écoutez, c'est jamais exact ce qu'on voit dans Car Scanner. C'est proche de la réalité. Puis évidemment, notre batterie, on nous dit 17-22 degrés. Si j'appuie ici sur le menu EV, pour le préconditionnement, attendez une minute. Bon, la batterie, la température est basse. Ça veut dire que en roulant, ça va s'activer tantôt. Donc, il va y avoir une partie de l'énergie qui va être utilisée pour conditionner la batterie, mais aux températures de batterie qu'on a, ça ne sera pas beaucoup, mais ça va être à considérer. Je ne sais pas si tu voulais mentionner, Alexandre, qu'il y a justement le planificateur de trajet incluant les recharges, mais qu'il faut un compte. C'est pas payant, mais ça venait. Il a fallu comme travailler avec Hyundai pour être capable d'avoir. Oui, puis ça, c'est pas la première fois que je dis ça. Là, puis merci à Frédéric chez Hyundai de tout avoir réglé ça pour nous. Essentiellement, quand on embarque dans un produit Hyundai Kia, les services BlueLink ou Kia Connect, peu importe, sont rarement activés. La seule fois que je l'ai eu tout près, c'est quand j'ai essayé pour la première fois le EV9 en Ontario, de cela plus qu'un an. Puis la plupart du temps, c'est jamais configuré. Fait que si le système là, info-nuagique n'est pas configuré dans le véhicule, là, ça prend un compte là, de Hyundai Canada, ou si tu es le propriétaire du véhicule, ton compte Hyundai, peu importe, bien là, il n'y a pas de planificateur de trajet. Puis, quand je dis pas de planificateur de trajet, tu n'as même pas le statut de charge à l'arrivée. Ça prend les services connectés. Oui, tous les véhicules électriques ont une connexion Internet pour faire ça, je comprends. Mais tu sais, dans un véhicule GM, dans un véhicule Volvo, dans un véhicule Tesla, dans un véhicule Ford, c'est tout déjà prêt. Ça fonctionne déjà par défaut dans un véhicule de presse parce que la connexion est comme indépendante du compte, là. Peu importe. Petite déception de ce côté-là, mais Frédéric nous l'a arrangé. Donc, on utilise le... Je crois que l'important, en fait, c'est que si vous achetez un Ioniq 5 ou un véhicule Hyundai avec ces services connectés-là, il faut juste vous assurer de créer votre compte puis d'activer ça si vous voulez vivre la meilleure expérience ou de vivre pleinement l'expérience que le véhicule peut vous donner. Puis là, tu sais, je vais supposer que dans le processus de livraison du véhicule, les concessionnaires Hyundai s'occupent de tout ça. Mais à la fin, nous, on l'essaye pour vous. Donc, ça n'aurait pas de sens qu'on ne puisse pas utiliser
le véhicule tel que le constructeur veut qu'on l'utilise. Je voulais te parler, Gabriel, pendant qu'on roule, des différences entre l'année modèle 2025 et 2024. Plus grosse batterie. Oui, 84 au lieu ouais. de 77 kWh. Exactement. Un bon 10 là, qui est bienvenu. Là, ça, c'est le genre de, on va dire, d'amélioration incrémentale qu'on voit dans les véhicules électriques parce que nouvelle chimie de batterie. Je ne sais pas s'il y a une plus grosse batterie. Bien, de ce que je comprends, je pense que c'est une batterie de la même taille, mais les cellules ont une plus haute densité. C'est une nouvelle C'est génération. pas comme le EV9 où la batterie est physiquement plus grosse que le Ioniq 9, que la batterie est physiquement plus grosse que le EV9. Fait que dans le fond, les autonomies sont augmentées là, pour 2025, excusez-moi. Là, on a la longue autonomie propulsion 504 km NRCan. On était à 488 avant. Puis toutes les autres variantes sont au-dessus de 400 km. Nous, c'est 425, je répète. Évidemment, là, avec la plus grosse batterie, la puissance en pointe de recharge, on l'a vu avec le EV6, on va être autour de 260 kW. Puis le 10-80 c'est 20 minutes au lieu de 18, mais tu mets plus d'énergie. Donc ça revient au même. Il y a des petites différences. Marché canadien, marché nord-américain, ça va venir un nouveau thème, ça. La gamme, sauf les XRT, est assemblée en Corée. OK? Port CCS encore pour 2025. Je n'ai pas d'infos pour 2026, on verra. Puis tous les véhicules américains pour les États-Unis sont assemblés aux États-Unis. Donc, elle est là la différence. Mais ça ne change rien, honnêtement, là, pour le marché canadien parce que le réseau de recharge est bien développé ici. Regarde. On a un essuie-glace à l'arrière. Ouh, le Wipergate, Alexandre. Le Wipergate. Est terminé. On a rajouté un essuie-glace. Ouais. Ça, c'est quand même... peut-être une économie de bout de chandelle. Oui, c'est une économie de bout de chandelle. Puis sinon, à part de ça, véhicule, ça va être dur pour un néophyte de comparer un 2024 puis un 2025. Il ne verra pas la différence. Le volant est un peu différent, le logiciel complètement différent, des petites ramifications. On vous le montrera plus tard, la console centrale, comme dans un Ioniq 9, se déplace. Très, très, très bonne idée ici. Donc, on va continuer notre route. Tout va bien. Puis, on se revoit plus tard. Là. En ce moment, l'arrêt de recharge est pointé à Saint-Louis-de-Blandford, qu'on connaît bien. Mais là, quand je regarde autonomie restante, distance parcourue, on pourrait se rendre à Saint-Hyacinthe. Mais regardez, on verra, là, ça ne change pas grand-chose. Moi, je préfère arrêter à Saint-Louis-de-Blandford pour le temps que ça prend à sortir de l'autoroute et aller à la borne. Mais c'est le fun des fois de voir le maximum de distance qu'on peut faire là, avec un statut de charge faible. On verra bien, on vous en reparle plus tard. On a rebroussé chemin, on a fait une déduction là, de 5 minutes pour la pause qu'on a pris. On va arriver à Saint-Louis-de-Blandford dans 80 km. Puis là, qu'est-ce que le système de navigation me dit si j'appuie ici? Voyez-vous, c'est quelque chose que je trouve un peu complexe. C'est pas affiché. Ben oui, gardez les yeux sur la route. Là, c'est Route Options. Là, il va apparaître. Tu sais, c'est un peu lent, là. 18 %. Parfait. OK. On va arriver à 18 %. Tout va bien. Pas mal ça. Donc là, prochaine étape. Prochaine scène, essentiellement, on va vous faire le tour du propriétaire. On va passer rapidement là, les éléments importants là, sur ce rafraîchissement du Ioniq 5, intérieur-extérieur. Puis après ça, on se voit à la session de recharge. Faisons le tour du propriétaire du Ioniq 5 2025. Rafraîchissement très léger pour cette année modèle. Les gros changements se passent côté batterie, côté motorisation, efficacité, logiciel, mais design extérieur, ça n'a pas trop changé. Vite comme ça, là, maintenant, on a un indicateur là, de niveau de batterie ici qui s'éclaire sur le pack Ultimate. Puis ici, on a une signature lumineuse là, que vous pourriez voir dans un B-roll. Mais sinon, là, la bouille Ioniq 5 pixelisée qu'on voit sur les routes du Québec, on est en train de faire... On a terminé le défi 500 km. J'ai dû compter 80 Ioniq 5 que j'ai vu sur l'autoroute 20. Là, c'est un véhicule chouchou des Québécois. C'est un véhicule qui fait quand même bien son travail. J'aime le gris cyber ici, ce véhicule-là, un gris mat. Hyundai travaille fort avec les peintures mat. J'aime beaucoup, bravo. Sinon, pneumatique, dans la vidéo, on vous a dit roue de 20 pouces, c'était faux, c'est les roues de 19. Donc, l'autonomie est un peu plus élevée que ça, là, je pense autour de 450 km sur du Michelin Primacy. Michelin, toujours des excellents pneus. Bravo Hyundai avec ça. Sinon, qu'est-ce qui est digne de mention? Il n'y a pas grand-chose qui a changé côté profil, évidemment. Mais côté arrière de ce véhicule-là, vous allez voir le profil, hein, c'est le profil Lancia Delta Integrale, mais gonflé.
Parce que ici, ce que Hyundai essaye de faire, c'est d'avoir un effet hatchback sport, mais en réalité, vous êtes devant un VUS compact électrique. Mais à l'arrière, il se passe quelque chose de fabuleux que les Québécois vont se réjouir, et même les gens qui nous voyaient sur l'autoroute avec des Ioniq 5 n'en croyaient pas leurs yeux. On a un essuie-glace arrière. C'est-tu pas merveilleux, ça? Fait que bravo Hyundai, il est intégré, ça fonctionne très bien, j'ai rien à dire. Essuie-glace à l'arrière. On a un haillon évidemment motorisé, cache-bagages, qui ne se range pas dans le sous-plancher, ça j'aime moins. Puis on a un sous-plancher qui est comme occupé par un caisson de grave, mais regardez, il y a un petit peu d'espace, pas la fin du monde. Espace de rangement dans le Ioniq 5, moi j'ai toujours trouvé qu'il était limité là, de par l'angle assez prononcé là, du haillon. Mais bon, c'est la vie, c'est pas trop grave. Ça reste quand même un véhicule super populaire. Port de recharge ici, en 2025, on est encore en J1772 plus CCS, mais année modèle 2026, là, on passe à NACS. Pour ce qui est de l'espace arrière, super généreux dans ce véhicule-là, regardez-moi ça. Je m'assois ici. J'aurais aimé avoir le bas du siège un peu plus en angle pour venir épouser mes jambes, mais sinon, ça va très bien. Très modulable, hein, parce que je peux avancer la banquette sans problème, la reculer, ajuster le dossier sans problème. Et ça m'amène maintenant à de quoi a l'air l'intérieur lorsque les sièges sont rabattus. Et comme vous pouvez voir, avec les sièges rabattus, on a un plancher plat, il n'y a pas de démarcation, un peu en angle, mais c'est extrêmement logeable, rien à dire de ce côté-là. Poste de pilotage du Ioniq 5, super important, on va regarder notre numéro de série. Qu'est-ce qu'on voit? Manufacturé en Corée par Hyundai Motor Company, le 352 mm 240 de la série pour 2025. Donc effectivement, tous assemblés en Corée pour le marché canadien. Siège avant très confortable et dans la version Ultimate, on a un petit Easter egg, comme on dirait en anglais. Un siège lounge, comme je vous ai déjà présenté dans le Ioniq 9. Mais ceci est seulement côté conducteur à l'avant. J'aurais aimé voir côté passager si c'était possible de faire ça. Mais bon, peut-être l'année prochaine, on verra ça. Intérieur du Ioniq 5, nouveau volant là, qui s'agence au reste de la gamme. Qualité des matériaux, surface moussée et plastique dur un peu partout, mais c'est de bon goût. La planche de bord n'a pas changé, mais le logiciel utilisé, c'est comme la mise à jour incrémentale qu'on a vu dans les produits Hyundai. Là. On est rendu comme sur le Kona EV et le Ioniq 9, donc tout ça c'est pareil, avec préconditionnement en route, conditionnement de la batterie automatique et aussi le planificateur de trajet. Sinon, le reste de la planche de bord n'a pas changé. Ce qui est intéressant, c'est la console centrale qui se déplace comme dans le Ioniq 9. Excellente idée. L'espace de rangement est bien. J'aime aussi là, le chargeur sans fil ici, la boutonnerie. C'est vraiment bien agencé. On voit que c'est un véhicule populaire au Québec, puis on voit que le constructeur veut vraiment là, incrémentalement le garder compétitif. De ce côté-là, on n'a rien à dire. Puis j'aime beaucoup aussi là, le toit en verre sur cette édition qui rouvre en papillon. Là. Ça, c'est rare qu'on voit ça, puis ça fait une ouverture assez rapide. On vient de se brancher à une borne 350 kW. On a eu un petit problème là, avec l'autre borne là, où on peut passer directement ici, 350 kW à Saint-Louis-de-Blanford. Donc on va retrancher 2 minutes. Donc là, on voit que la vitesse de recharge là, est en train d'augmenter rapidement. Donc on devrait aller chercher quoi, Alexandre? Un 260 kW peut-être comme avec 250, 260. 250, 260. On va recharger jusqu'à peut-être un peu moins que 50 % juste pour nous donner là, un 170 km d'autonomie qu'on a besoin. 160 km de plus. Ouais. 160 km de total. Fait que c'est pas mal ça. On s'est dit remaining time 52 minutes, mais là en fait c'est peut-être pas remis à jour. On a 93 km d'autonomie restante, mais ça charge rapidement. Là, on dépasse déjà les 190 kW. En fait, peut-être qu'on va rester ensemble jusqu'à temps que ça se stabilise. Fait qu'évidemment, la performance du recharge est augmentée un peu cette année avec ce véhicule. Oui, parce que le voltage de batterie est plus haut. Donc, on s'est stabilisé là, aux environs de 206, qui est peut-être un peu moins que ce qu'on anticipait. Pourtant, on avait préconditionné la batterie. Car scanner, Gab, dans la porte. Non, dans la porte là.
Donc, actuellement, vitesse de recharge à 208 kW. On a 21 environ kWh dans la batterie. Température 23 à 28 degrés Celsius. 23-29, ça risque d'augmenter légèrement pendant la recharge. Fait qu'on charge quand même assez vite, mais peut-être pas au maximum auquel on s'attendait. Si je me souviens bien, là, je pense que c'est à 32 % que ça décolle. Je suis plus sûr, mais ça ressemble à ça. Donc, Alexandre avait raison. À 31 32 % ça s'est mis à décoller. Donc là, on est plus aux environs de 250 kW de vitesse de recharge. Donc là, on est vraiment capable de maximiser la capacité de ce véhicule-là. Bien sûr, avec le Ioniq 5, il faut se rappeler que c'est un véhicule qui nécessite une borne 350 kW pour maximiser la performance de recharge. Hyundai va toujours vous dire recharge à 350 kW, mais en fait, ils sont un peu dans les patates, c'est qu'ils disent sur une borne 350 kW, on a ces performances-là, mais on ne maximise pas la borne, c'est vraiment le véhicule qui limite la vitesse de recharge. On a ajouté 25 kWh en 7 minutes, donc là, on approche du moment où on va pouvoir se rendre jusqu'à notre destination à Montréal avec 10 % de batterie, charge à 255, donc là, on a vraiment maximisé le véhicule. C'est quand même bien là, de voir que ça recharge super vite. On pourrait se rendre à 80 %, ça nous prendrait 10 minutes de plus, mais on va décoller avant ça, mettre la fin à la recharge probablement avant d'avoir fait 10 minutes. Bon, Gabriel, on est déjà en route vers Montréal après une recharge de 7 minutes 52 secondes, mais déduction de 2 minutes parce que l'autre borne, il y avait un incident dans l'app circuit électrique, même si la borne disait qu'elle était disponible, elle n'initiait pas la recharge. C'est rare que ça arrive sur circuit électrique, des petites pannes comme ça, hein? Très, très rare. Ça peut arriver, écoutez, c'est la vie. Statistique de recharge, je vais te dire ce qui s'est passé, Gabriel. Donc, 7 minutes 52 secondes de recharge, 28,78 kWh ajoutés en moins de 8 minutes. Un coût total de 17,54 $ avec les taxes. Hein. Les bornes 350 kW, c'est les bornes les plus chères. Mais quand on regarde ça, Gab, là, vite de même, on a ajouté quoi? 150 km d'autonomie à peu près? Oui, 150 km d'autonomie. Fait que disons qu'on aurait eu un véhicule thermique, 8 litres au 100, 150 km, 12 litres, ça nous aurait coûté, disons, 1,50 le litre, à peu près 18-19 $. Fait qu'on est exactement au même prix. Exactement au même prix. Puis il faut considérer qu'on a changé sur une borne 350 kW pour maximiser la vitesse de recharge. Mais le prix au kilowattheure est plus élevé sur ces bornes-là que sur les bornes 180 kW ou les bornes plus vieilles 50 et 100 kW. Exact. D'ailleurs, le prix au kilowattheure là, est assez avantageux sur une borne 50 lorsque vous avez le temps de recharger sur ces bornes-là. D'ailleurs, mon Outlander PHEV, des fois, j'en profite. Ah ben oui, avec ton 50 kW de disponible, je branche le CHAdeMO, ça me coûte 3$, puis je suis à 60 %. Donc, quand même assez efficace. Vous voyez, 8 minutes, même pas 8 minutes, on a rajouté 150 km d'autonomie. Donc, c'est un véhicule, oui, l'autonomie totale, peut-être quoi, 390 à la vitesse à laquelle on roule, 390 400 km. Je vais dire 370 safe. Mais on se rajoute un 150 km en moins de 8. On va probablement rajouter à peu près 200 km en 10 minutes, 11 minutes. Quand même assez efficace. On parle de moins de temps qu'il en faut pour, par exemple, s'arrêter et manger, là, définitivement. Ben, je veux dire, ravitailler un véhicule au Québec, là, sur l'autoroute 20, là, ça prend 10 minutes. Le temps que tu fais ta transaction avec ta carte, c'est le même temps. Mais oui, ton véhicule thermique, lorsque tu le ravitailles, tu vas aller mettre 500 à 700 km d'autonomie. Je suis 100% d'accord. Mais il faut juste pas oublier que c'est différent. Le véhicule électrique, c'est comme un téléphone intelligent. Il part toujours à 100% de chez vous. Puis quand vous faites de la route, c'est là où vous devez juste mettre l'énergie dont vous avez besoin. Ça, c'est un point intéressant que je voulais justement amener, Alex, mais tu m'as devancé, puis c'est correct. La voiture électrique, vous partez toujours à 100% de chez vous. Ou 80, whatever. 80, là, si vous programmez 80, là, mais si vous planifiez un Noël, vous partez toujours à 80% ou à 100%. Alors qu'un véhicule thermique, souvent, là, tu te pars, il faut que je mette de l'essence tout de suite, puis là, on se rajoute un arrêt de ravitaillement au début du trajet pour après ça dire « Ah oui, j'ai 6, 7, 800 000 km d'autonomie », mais au final, la réalité, c'est que vous êtes déjà arrêté avant de partir. Quelqu'un récemment m'a dit « Ah, Alexandre, voiture électrique, ça n'a pas de bon sens, là, tu fais de la désinformation par rapport à quelqu'un à mon travail principal. » Là, j'étais là, ben là, quand même, là, je m'efforce de vulgariser puis d'expliquer, puis j'ai pas d'opinion, puis je veux pas embarquer dans « c'est-tu correct, pas correct ». Je veux décortiquer l'ingénierie derrière ces véhicules-là, puis c'est ça qu'on fait à Plus de Millage. Parce qu'il me dit, là, tu sais, il y a du monde sur la recharge rapide, la personne connaît les véhicules électriques, puis il me dit, j'ai du monde qui perd leur temps sur les superchargers ou les bornes 50 à ravitailler leur véhicule parce qu'ils n'ont pas de borne à la maison, mais j'ai dit, ça c'est un fait, je suis d'accord que moi je recommande à personne une voiture électrique qui n'a pas de recharge niveau 2 à la maison ou de la recharge de rue niveau 2 accessible, facile. Mais on s'entend que lorsque tu fais une recharge rapide avec un véhicule électrique, là, c'est comme ravitailler avec ta voiture à essence. Tu sais, mettons, les gens qui sont partis cet été en vacances, là, sont allés ravitailler la veille,
Ils ont fait un arrêt, puis oui, c'est plus rapide, là, mais laissez les gens acheter ce qu'ils veulent. c'est ça mon message. Mais c'est vrai que tu amènes un point intéressant. Là. On ne recommande pas, ni toi ni moi, d'acheter une voiture électrique si vous n'avez pas accès à de la recharge à la maison. Non. Je veux dire, on peut se débrouiller pendant un certain temps avec la recharge de niveau 1, mais recharge de niveau 2 à la maison, à mon avis, c'est essentiel pour avoir une bonne expérience. Sinon, vous allez avoir une mauvaise expérience. Oui. À moins qu'il y ait de la recharge de rue disponible. Par exemple, à Montréal, il y a beaucoup de quartiers urbains. C'est quand même correct. Ben, dans mon quartier, moi, c'est bien. Oui, ça peut être bien, mais si tu es stationné toujours dans la rue, tu es dans les quartiers, je ne sais pas si tu vis Verdun, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas... Les gens sont stationnés à des endroits où il n'y a pas de bornes. Mais oui, il y a peut-être des bornes accessibles un petit peu plus loin. Mais ça, c'est pas nécessairement un contexte où c'est idéal. Non, du tout. On approche la fin du défi 500 km. En fait, il nous reste moins d'1 minute. Mais vous allez voir là, à l'écran ici, on n'est pas encore à 500 km sur le compteur. C'est parce que le véhicule sous-rapporte. Il va avoir sous-rapporté environ 7 à 8 km sur le défi 500 km. Là. Fait qu'on a peut-être 1,5 % environ là, de marge d'erreur. Est-ce que c'est les pneus, la calibration du véhicule, la version qu'on a aujourd'hui? En fait, on ne peut pas le savoir. On sait que Bjorn Nyland aussi avait remarqué que c'était un véhicule qui sous-rapportait. Donc, on va juste vous dire quand est-ce qu'on a fini le défi 500 km et le temps que ça a pris, ainsi que les déductions. Donc, il nous reste à peu près 200 mètres là, avant de prendre la sortie. Et disons que c'est à la pancarte. Donc, maintenant, 11h41. Donc, on est parti à 6h45 ce matin. On calculerait que ça ferait 4h56 minutes, mais en fait, il faut retirer 7 minutes de déduction. Donc, 2 pour un arrêt. Puis, on avait aussi là, un autre 5 minutes. En fait, 2 à cause là, de la borne recharge et 5 minutes à cause d'un arrêt pipi. Ça nous donne 4h49 minutes. Je pense que c'est pas mal dans les meilleurs temps qu'on a fait sur le défi 500 km sur ce trajet-là. Pourquoi on a fait mieux, par exemple, qu'un Porsche Macan sans arrêt? Bien, simplement, c'est le contexte du trafic, la variabilité du trajet. Aujourd'hui, c'était samedi, il faisait beau, il n'y avait pas eu d'accident, il y avait relativement peu de... En fait, il n'y avait pas de travaux actifs sur la route, donc ça s'est super bien passé. Et 4h49 minutes, c'est vraiment un excellent temps. Nous voici arrivés à la conclusion de notre essai défi 500 km du Ioniq 5 2025, qui a une plus grosse batterie, meilleure autonomie, meilleure recharge, et tout. Et tout ça, c'est concrétisé par un temps de 4h49 minutes sur le défi 500 km. Le deuxième meilleur temps, je crois, au tableau pour le défi 500 km sur le trajet d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une performance excellente. C'est ce qui se fait de mieux essentiellement, là, où on est dans ces eaux-là. 500 km avec une recharge en moins de 5 heures, c'est excellent. 250 kW plus sur la recharge, donc plus d'autonomie. Ça reste quand même un véhicule qui n'a pas une autonomie si impressionnante que ça. On est aux environs de 390-400 km à vitesse d'autoroute. On est loin d'avoir un Macan EV ou quelque chose comme ça. Puis aussi, on a sous-rapporté un peu là, la distance parcourue, plutôt le véhicule sous-rapportait la distance parcourue, donc aussi un pensez-y bien. Mais somme toute, un superbe véhicule, c'est pas celui qui vous donne plus d'autonomie, mais vous pouvez faire des très courts arrêts qui vont vous rajouter beaucoup de distance. Et c'est là que le Ioniq 5 et le EV6 brillent. Fait qu'on se laisse là-dessus. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.